une bourde. Bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire qui est consacré au métier de la coiffure. Alors, on va commencer dans quelques instants. Je vais demander à l'un de notre invité de monter sur scène pour vérifier que ça fonctionne bien. Et puis, on va laisser à tout le monde le temps de s'installer. Non, c'est bon. Oui. Je suis là. Monsieur Isler, bonjour. Bonjour. Parfait, ça Là. fonctionne très bien. Bonjour, Alors, madame. bonjour. Je vais vous mettre en attente également le temps qu'on commence officiellement notre webinaire. Oui, d'accord, pas de souci. Je vous coupe le micro. Pas de souci. Super. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire qui est consacré au métier de la coiffure. On va attendre quelques instants avant de commencer ce webinaire un jour d'un soleil magnifique. Alors, merci déjà aux personnes qui sont connectées d'ores et déjà. Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons patienter 4-5 minutes, le temps que tout le monde arrive, le temps que tout le monde s'installe. Installez-vous confortablement avec une boisson fraîche, avec un thé, avec un café, puisque nous allons rester ensemble une bonne heure. Donc, merci aux professionnels de la coiffure qui sont avec nous déjà. Merci d'être venus un jour férié. Merci d'être venus un jour ensoleillé. Nous allons, je l'espère, vous apporter des conseils, répondre à vos questions. C'est le but de ce webinaire. Bonjour à tous. On va commencer dans quelques instants. Le temps de laisser tout le monde s'installer confortablement, le temps de laisser tout le monde arriver. Vous êtes au bon endroit. Si vous êtes un professionnel de la coiffure et que vous souhaitez faire le point avec nous sur la reprise d'activité dans ce contexte de Covid-19. Bonjour et bienvenue à tous. Je vois que les connexions arrivent. Il est 14 h. On va attendre 3-4 minutes. On va se laisser le temps de politesse, de voir tout le monde arriver et bien s'installer. Bienvenue à tous. Nous allons commencer dans quelques instants. Bienvenue aux personnes qui sont en cours de connexion, qui viennent d'arriver. Est-ce que vous pouvez utiliser l'outil qui se trouve sur votre droite pour me confirmer que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien, s'il vous plaît, ce qui nous permettra de vérifier qu'on ne parle pas dans le vide, ce qui serait dommage. Alors, vous avez un... Voilà, super. Merci pour les quelques premiers retours. Merci. Alors, pour répondre à Gérard qui se demande comment activer sa webcam, vous n'avez pas besoin d'activer votre webcam, puisque du coup, vous avez juste besoin d'activer votre son pour nous entendre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui va bientôt commencer. Très bien, merci de vos retours qui me confirment que vous nous entendez bien. Alors, si les images sont un peu floues, cela peut venir de la qualité de votre réseau. Pas d'inquiétude. Ce qui est important, je pense avant tout, c'est le son. Et de toute façon, le replay sera disponible sur nos sites internet. Nous vous en donnerons les liens en fin de webinaire. Donc, pas d'inquiétude, vous pourrez nous entendre et nous revoir dès la fin du webinaire. Vous pourrez vous faire des soirées webinaires.
des soirées webinaires gestes. On va vous expliquer tout ça. Il est 14h02. On va attendre encore un petit peu, si vous voulez bien. Le temps de laisser tout le monde nous rejoindre. On va vous expliquer pourquoi on fait ce webinaire. On va vous expliquer qui on est, pourquoi on fait ça, pourquoi avec vous, pourquoi aujourd'hui. On va vous expliquer tout ça dans quelques instants. Je propose qu'on attende encore 1 minute pour ne pas perdre les participants qui sont en cours d'arrivée. Alors bonjour à tous, bonjour aux personnes qui sont en train d'arriver. Ok, son et image parfait, merci. Bonjour à tous. On va commencer d'un instant à l'autre. Vous nous entendez très bien, c'est parfait. Alors, on va vous expliquer comment ça fonctionne, hein. Pas d'inquiétude. Prenez un verre d'eau, une boisson fraîche, un café, un thé. Vous allez être avec nous durant 1 heure. Ouvrez les fenêtres. Si vous avez la chance d'être en terrasse, profitez. Écoutez, il est 14h04, je propose qu'on commence. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ce webinaire vous est proposé par GEST. GEST, c'est l'association qui réunit les services de santé au travail du Grand Est. Nous attendons aujourd'hui un peu plus de 80 personnes à ce 3e webinaire qui est consacré aujourd'hui à la reprise d'activité des professionnels de la coiffure. Parmi vous, des entreprises adhérentes à l'un ou l'autre des services de santé au travail aujourd'hui présents, d'autres non, des partenaires, des institutionnels. Alors, pas d'inquiétude, les informations que nous allons vous donner cet après-midi ne font évidemment pas cette différence. Ce qui nous réunit aujourd'hui, ce sont les questions que vous vous posez et les réponses que nous vous apporterons. Les salons de coiffure ont dû fermer leurs portes mi-mars, laissant leurs clientes avec leurs racines décolorées et leurs cheveux poussés, et les clients avec la barbe touffue. Le 6 mai, une fiche sanitaire élaborée par le CNEC, l'UNEC, les organisations syndicales, est validée par le ministère du Travail. Et alors là, il a fallu vous organiser dans des délais rapides, pour ne pas dire la veille pour le lendemain, pour assurer la sécurité de vos salariés et celle de vos clients à l'aube de l'arrivée de votre clientèle impatiente de vous retrouver. Je me présente, je suis Gaëlle Faure, responsable communication à Alsace Santé au Travail à Strasbourg. Et cet après-midi, ce webinaire sera animé par Dr Françoise Portaz, médecin du travail à EPSA-Vosges, et Amélie Ritzenthaler, ergonome au SPST de Colmar. Pour ce qui est des questions, je vous propose de les envoyer par l'outil qui se trouve sur votre droite. Adeline Bossier, infirmière santé-travail à EPSA-Vosges, et Emmanuelle Rollès, intervenante en prévention des risques professionnels à AST 67, sont dans les starting blocks pour répondre à vos questions écrites. En fin d'intervention, je me ferai le relais de vos questions auprès de nos experts qui apporteront leurs réponses. Ce webinaire durera environ 1 heure. Le replay, le support de présentation seront disponibles sur les sites internet des services de santé dont vous aurez les liens à la fin de cette présentation. Alors avec nous cet après-midi, nous avons l'honneur d'accueillir André Isler, président de l'Union régionale des coiffeurs d'Alsace, qui nous fait l'honneur de sa présence pour quelques mots d'introduction et pour dresser le tableau de votre réalité. Monsieur Isler, nous vous écoutons. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis vraiment heureux de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui. Mais avant tout, j'aimerais bien, si vous me permettez, de faire une petite minute de silence pour mon ami et notre très grand confrère Bernard Stalter, qui malheureusement a été emporté par ce virus impitoyable. Alors, je vous remercie beaucoup. On peut faire cette minute de silence, s'il vous plaît.
Merci beaucoup à vous. Merci. Parce que je crois que là où il est Bernard, il nous voit. Il nous voit toujours. Et c'est vraiment affreux quand un ami, depuis toujours, qui tous les matins à 7h, 7h30 te téléphone pour voir comment on va, comment tu vas et qu'est-ce qu'on peut faire, je vous assure, c'est un trou énorme aujourd'hui. Alors là, on n'est pas là pour se raconter notre vie, mais on est là pour travailler en sa mémoire et pour être vraiment vigilant pour que les personnes ne rattrapent pas cette maladie. Et pour ça, nous, les coiffeurs, on est vraiment une profession qui on sont proches des gens. On est très proche. Notre clientèle, on l'accueille, on la touche. On n'a pas cette barrière de 1 mètre et tout ça. Et c'est pour ça que j'insiste énormément, comme je dis à Madame Fort, qu'il faut être très, très vigilant pour nous, les coiffeurs, pour le personnel et pour les clientes aussi et les clients. Parce que franchement, on ne connaît pas ce mystère, on ne connaît pas cette maladie qui est vraiment là dans le fond et qui nous guette en tout moment. Et on doit vraiment, moi je suis très content. D'un autre côté, j'ai interpellé quand même la médecine du travail il y a 6 semaines de là, M. Rebaud, un jour, pour voir exactement quelles sont les dispositions qu'on peut faire dans notre métier. Hein, dans notre métier, les dispositions qu'on peut faire. Et puis, franchement, on a eu des très bons échanges là-dessus. Et moi, je respecte et j'espère que tous mes confrères, ce matin, j'ai eu des confrères qui sont venus chercher, j'ai réussi à avoir des masques pour eux, gratuitement, pour qu'ils puissent les utiliser et pour donner aux clientes qui n'en ont pas, pour qu'on ne travaille pas sans les masques. Et là-dessus, franchement, j'aimerais bien entendre un petit peu tous mes confrères et consoeurs qui sont présents aussi, pour voir comment eux ils font, comment ça réagit. Et je vous assure, c'est très apprécié de la clientèle. Et la clientèle est très, très contente, elle est sécurisée dans ce domaine, comment on fait. Alors voilà, je laisse peut-être la parole à d'autres personnes. Hein. Merci, Monsieur Isler. Alors, effectivement, cette maladie, ce virus, Dr Portas va nous en dire un mot. Et puis, durant ce webinaire, nous répondrons aux questions des professionnels de la coiffure. C'est l'objet de ce webinaire. Et puis, restez avec nous, si vous le pouvez, jusqu'à la fin pour interagir avec vos confrères sur des questions plus métiers. On vous donnera, pourra échanger à la fin avec eux. Hein. Merci. Alors, merci à vous. On va faire comme ça. Voici ce qui va nous arriver cet après-midi. Dr Portas va faire le point sur 3 mesures de prévention très simples à mettre en place chez vous, dans les salons de coiffure, mais finalement partout, puisque c'est complètement transversal. On va faire le point sur comment préparer, organiser votre salon, ce qui est déjà certainement fait en partie, comment accueillir le client, le cas spécifique de la coiffure à domicile, comment nettoyer, comment aérer, comment gérer les locaux sociaux, tous ces locaux de partage. Donc, je vous propose de commencer. Dr Portas, nous vous écoutons pour nous rappeler quelles sont les mesures simples qui permettent de lutter contre ce Covid-19. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous d'être présents, oui, en cette belle journée. Donc, je vais commencer par vous donner quelques chiffres. Je ne vais pas vous abreuver d'énormément de chiffres, mais c'est pour vous expliquer que Covid-19 est encore bien présent sur notre sol français et que la prévention et les mesures barrières ont toute leur signification, même encore aujourd'hui. Donc, on déplore depuis le début 28 239 décès. Il y a eu 19 015 personnes hospitalisées. Ces chiffres sont au 18 mai, ce qui représente 375 nouvelles personnes hospitalisées en 24 heures. Il y a 9 998 patients graves en réanimation et on déplore parmi ces patients graves en réanimation 10 nouveaux décès en Alsace en 24 heures. Nous avons 2,7 millions de personnes qui sont contaminées mais qui ne présentent pas de symptômes. Ce sont des personnes qui sont dites asymptomatiques, qui ne sont pas malades, mais qui sont potentiellement contagieuses. Sur l'outil, à côté de l'outil question, vous avez un
qui s'appelle sondage et on vient de vous proposer une question à laquelle je vous invite à répondre. Peut-on être contaminé par quelqu'un qui ne présente pas de symptômes? On vous laisse quelques instants pour répondre et cela nous permettra de continuer ce webinaire. Est-ce qu'on peut être contaminé par quelqu'un qui est asymptomatique, comme on dit maintenant, qui ne présente pas de symptômes, pas de fièvre, pas de courbature, pas de toux? Alors, n'hésitez pas à répondre au sondage sur votre droite. Écoutez, je crois qu'on peut continuer. Tout le monde est OK avec ça. Oui, on peut être contaminé par quelqu'un qui est asymptomatique. Alors, est-ce bien vrai? Oui, effectivement, on peut être contaminé par quelqu'un qui est asymptomatique. Alors, comment se fait la transmission du virus? Alors, il y a un émetteur. L'émetteur, c'est la salive, les postillons, les projections, lorsque l'on parle, lorsque l'on chante, lorsqu'on éternue, lorsque l'on tousse. La contamination peut se faire aussi par les selles. Alors, particulièrement les mains qui ont été salies lorsqu'on ne se lave pas les mains en sortant des toilettes. Le récepteur, la bouche et les yeux, les postillons, les mains contaminées. Alors, il n'y a pas de pénétration du virus au travers de la peau. Alors, on a des doutes, d'où le point d'interrogation sur une possible contamination par ingestion d'aliments contaminés. Alors, deuxième question proposée dans l'outil sondage. En cas de toux ou d'éternuement, les gouttelettes de salive riches en virus sont-elles au-delà d'1 mètre? Le mot-clé étant 1 mètre. Si je tousse ou bien que j'éternue, est-ce que les gouttelettes de salive se dispersent, c'est-à-dire que sont projetées au-delà d'1 mètre? On vous laisse quelques secondes pour répondre à cette question. On peut entendre parfois la distance physique d'1 mètre, parfois de 2 mètres. On va vous expliquer tout ça. Écoutez, vous êtes près de 90% à nous dire que oui, en cas de toux ou d'éternuement, les gouttelettes vont au-delà d'1 mètre. Alors, les gouttelettes, donc lorsque l'on parle, donc effectivement, on peut aller au-delà d'1 mètre. La projection se fait à peu près à 1 mètre quand on parle de manière normale. Lorsque l'on tousse ou on éternue, la projection se fait de 2 à 4 mètres. Alors, les gouttelettes vont aller vers la bouche et les yeux et les mains sales vers la bouche, le nez et les yeux. Alors, vous avez cette animation d'une personne qui éternue où on va mesurer donc la projection des gouttelettes sur une personne qui est récepteur et qui est équipée évidemment de protection. Et on va constater une forte concentration de virus à 2 mètres. Alors, il y a aussi donc cette image pour vous expliquer que cela peut dépasser les 4 mètres au niveau des gouttelettes. Alors, on a deux sortes de gouttelettes. On a les grosses gouttelettes qui sont les plus menaçantes parce qu'elles sont riches en virus, beaucoup plus. Elles projettent cependant à moins de 2 mètres. Les gouttelettes les plus fines, selon la violence de la projection, peuvent projeter jusqu'à 8 mètres. Ça peut être le cas lorsqu'il y a une quinte de toux ou lorsqu'il y a un éternuement violent. Donc, vous voyez ces projections sur 7 à 8 mètres. Alors, la contamination par les mains souillées, ce sont les mains souillées qui sont portées à la bouche, les objets souillés portés à la bouche et les doigts souillés que l'on met au niveau des yeux dans le cadre de frottement, ou également lorsque l'on se mouche, on peut avoir des projections. Ce sont des habitudes qui sont inconscientes, ce sont des réflexes, d'où l'importance de se protéger. Alors, 3 mesures indispensables. On va les appeler la triade DLM. Alors, D pour distanciation physique. On a préconisé pour les coiffeurs une distanciation à 2 mètres. Et je reviens justement par rapport aux gouttelettes, les plus agressives, celles qui sont le plus contaminantes, peuvent aller jusqu'à 2 mètres, d'où l'intérêt de cette distanciation. En plus, donc ce ne sont pas à la place, c'est en plus de, c'est le lavage et la désinfection des mains, qui doit se faire de manière très régulière dans la journée, qui doit se
systématique lorsque l'on sort des toilettes, qui doit se faire avant de préparer un repas et avant de passer à table. Alors, le lavage et la désinfection se font soit par de l'eau et du savon, tout simplement, ou avec des solutions hydroalcooliques. Et le port de masque normé et l'écran anti-projection. Je ne détaille pas parce que ça sera fait un peu plus loin dans notre présentation. Alors là, on a une simulation d'un éternuement pour vous montrer à quel niveau de projection cela va se faire. Donc sans protection, vous voyez jusqu'où ça peut aller, ça peut atteindre la personne. La main devant la bouche, c'est un petit peu moins. Et lors du port de masque, on a une projection qui est moindre, mais qui existe quand même et qui se fait non seulement sur le devant, mais aussi sur les côtés et sur la hauteur. Pour compléter donc l'importance de se protéger, je vais vous montrer une expérimentation qui a eu lieu en Chine. C'est le professeur Yuen Kwok Yung qui l'a réalisé. Donc, on a eu les résultats de cette expérimentation au 17 mai. Donc, il a travaillé avec des hamsters qu'il a mis dans des cages. Donc, on a des hamsters qui sont dans la cage cerclée de rouge, qui sont contaminés et malades. Et dans la case cerclée de vert, on a des hamsters qui sont sains, non malades. Donc, il y a 3 niveaux d'expérimentation. Donc, le premier niveau, où on a les hamsters, il n'y a aucune protection sur les 2 cages, c'est-à-dire ils ne sont pas protégés du tout, et il va lancer un ventilateur à côté des cages. Donc, au bout d'une semaine, on s'apercevra qu'on a 2/3 des hamsters sains qui ont été contaminés. Le deuxième niveau d'expérimentation, c'est la mise en marche du ventilateur après avoir protégé la cage des hamsters qui sont sains par un masque sur la cage. Donc, on aura 1/3 de contaminés une semaine après chez les hamsters sains. Le troisième niveau, c'est la protection par un masque sur la cage des hamsters qui sont contaminés et on aura quand même 1/6 de contaminés une semaine après. Alors, le professeur Yuen Kwok Yung a utilisé cette phrase, je ne la cite pas entièrement. Il est clair qu'utiliser les masques chez les sujets infectés est plus important que n'importe quoi d'autre. Alors, la disparition du virus sur les surfaces. On sait que le virus reste un certain temps sur certains supports. Le temps sera très différent d'un support à un autre, comme vous pouvez le constater. Donc, il va aller de 3 heures dans l'atmosphère, dans l'air, à 5 jours sur le verre. Alors, il faut savoir que la durée de vie du virus est augmentée lorsque c'est en milieu humide. Et la quantité et la qualité du virus suffisante pour rendre malade, la présence ne veut pas dire que la quantité ou la qualité de virus suffisante pour rendre malade. Ça peut être très variable. Cela peut diminuer dans le temps, cela peut ne pas se modifier. Mais tout cela pour justifier de la désinfection de tous les supports. Merci, docteur Portas, pour ces éléments qui ont permis d'asseoir les essentiels et prioritaires de la stratégie de ce qu'on appelle la prévention primaire. Cela paraît finalement plutôt simple à mettre en œuvre et nous allons voir maintenant les mesures complémentaires dans l'organisation de travail et les mesures pratiques à mettre en œuvre dans les locaux de travail. Donc, je donne maintenant la parole à Amélie Ritzenthaler, qui est ergonome au service de santé au travail SPST de Colmar. Alors, bonjour. On va voir ensemble plusieurs mesures de prévention assez concrètes que vous pouvez mettre en place dans votre salon. Et on va tout de suite commencer par la prévention primaire collective. Alors, il faut savoir que dans la population, que ce soit parmi vos salariés ou vos clients, il y a 3 types de personnes. Les premières, ce sont les personnes saines, qu'on va schématiser ici en vert. Les personnes malades qui ont quelques symptômes, qui toussent un petit peu, qui ont un petit peu le rhume en rouge. Et les personnes porteurs du virus, mais qui n'ont pas de symptômes et qui ne savent donc pas qu'elles sont malades en orange. Quand elles vont rentrer dans votre salon, les personnes porteurs du virus, donc qu'elles soient symptomatiques ou asymptomatiques, vont risquer de contaminer les salariés et les clients qui sont sains.
Donc, la première mesure de prévention primaire que vous pouvez mettre en place, c'est tout simplement supprimer le risque de contamination des personnes comme des objets en interdisant l'accès à votre établissement à toutes les personnes qui ont des symptômes de la maladie, que ce soit les clients ou les salariés. Donc, pour vos salariés, il faudra les informer régulièrement et les inviter à s'auto-surveiller, par exemple en prenant leur température chez eux tous les jours avant de venir au travail. Et pour les clients, il faudra interdire l'accès à l'établissement à tout client symptomatique par un affichage clair que vous allez apposer à l'entrée de votre établissement. Mais cette mesure, toute seule, ne va pas suffire. Tout simplement parce qu'il y aura toujours des personnes symptomatiques qui vont choisir de rentrer dans votre salon malgré l'interdiction et qu'il y aura forcément des personnes asymptomatiques qui vont rentrer puisqu'elles ne savent pas qu'elles sont malades. Donc, rouvrir votre établissement sans avoir mis en place des mesures strictes comme avant la crise, c'est tout simplement pas envisageable. La deuxième mesure de prévention que vous allez mettre en place, c'est limiter le nombre de personnes présentes dans votre établissement afin de pouvoir assurer du mieux que possible la distanciation, même si on sait que pour un coiffeur, ça va pas forcément être facile. Donc, à vous de définir clairement le nombre de personnes maximum autorisées dans votre établissement. Pour cela, vous allez diviser votre surface de vente, telle que définie par l'INSEE, par 8. Donc, par surface de vente, on entend tout l'espace qui est accessible par vos clients. Donc, vous ne tenez pas compte de vos logements, de vos équipements sociaux ou de votre réserve. On va prendre un exemple pour que ça soit plus clair. Admettons que vous ayez un salon de 40 mètres carrés. Donc, 40 divisé par 8, ça fait 5. Si vous avez 2 salariés, vous ne pourrez accepter que 3 clients en même temps. Et ça, il faudra l'afficher à l'entrée de votre établissement. Mais encore une fois, ces deux mesures, interdire l'accès aux personnes symptomatiques et fixer un nombre maximum de clients autorisés, ça ne va pas suffire, tout simplement parce qu'il y aura toujours des postillons qui seront émis et dispersés dans votre établissement. Donc, il va falloir réaliser un certain nombre d'aménagements et mettre en place plusieurs mesures de prévention. Tout ça dans l'idéal, bien sûr. Donc, les aménagements, ils vont commencer tout de suite, même à l'extérieur de votre établissement, puisque si vous limitez l'accès à votre établissement à un certain nombre de clients, vous allez potentiellement avoir une file d'attente à l'extérieur qui sera bien entendu plus ou moins importante en fonction de la taille de votre salon. Donc pour ça, il va falloir penser à définir une zone d'attente sécurisée à l'extérieur, à baliser la file, à mettre en place un marquage au sol et, si possible, à filtrer l'entrée. Vous n'oubliez pas de mettre en place un affichage d'informations pour vos clients, notamment les 3 mesures que le docteur Portaz a expliquées tout à l'heure, la distanciation, le lavage des mains et le port du masque obligatoire. Une fois à l'intérieur de votre établissement, vous allez mettre en place une petite table haute sur laquelle vous allez mettre à disposition de la solution hydroalcoolique et un récapitulatif des nouvelles consignes du salon, notamment l'obligation de porter les masques et de se laver les mains avant de rentrer. Il faudra aussi gérer les flux des clients, mais aussi des salariés. Pour cela, vous allez, si possible, laisser la porte d'entrée de votre établissement ouverte toute la journée, définir une entrée et une sortie distinctes. Si ce n'est pas possible, vous allez prioriser la sortie et définir un parcours de circulation fléché au sol. Dans le cas où vous avez une seule entrée, vous pouvez très bien faire comme dans ce salon qui est en photo ici et mettre en place un obstacle au niveau de votre entrée pour délimiter 2 fils. Vous voyez sur la photo qu'ils ont mis un certain nombre d'autres aménagements. Ils ont utilisé des armoires pour créer des couloirs. Ils ont mis plusieurs affiches sur les produits pour indiquer aux clients de ne pas les toucher, le récapitulatif des consignes à l'extérieur. Il y a un marquage au sol, une délimitation de la zone d'attente à l'extérieur avec un petit message du type « Attendez ici, quelqu'un va venir vous accueillir », etc. Vous pourriez aussi envisager de mettre en place une sonnette pour que le client puisse vous avertir de sa présence et ainsi vous pourrez plus facilement gérer les entrées et les sorties de clients. Merci Amélie. Et dans le salon, comment est-ce qu'on peut aménager le salon à l'intérieur? Comment gérer l'encaissement? Donc évidemment, ça ne s'arrête pas à l'extérieur du salon. Il va falloir continuer une fois à l'intérieur. Pour cela, vous allez supprimer tous les objets inutiles, tous les magazines, toute la décoration, les jouets, les stylos. Vous allez espacer les postes de travail et les bacs à shampoing. Si ce n'est pas possible de les espacer, vous pouvez condamner un poste sur 2, par exemple. Vous allez également afficher des consignes à plusieurs endroits stratégiques pour faire des petites piqûres de rappel à vos clients et à vos salariés.
et mettre à disposition des kits de désinfection, du gel hydroalcoolique, des lingettes virucides, pas des lingettes pour bébé, c'est pas pareil, des poubelles à pédales et du spray désinfectant. Il faudra également prévoir des peignoirs à usage unique ou bien lavables à 60 degrés, puisqu'ils devront être changés entre chaque client, et des serviettes lavables à 60 degrés. Petite astuce pour le barbier, puisque le client devra retirer son masque pour pouvoir se faire traiter la barbe, vous pouvez mettre en place une petite patère pour permettre au client de suspendre son masque. Ça évitera qu'il le pose sur le plan de travail. Concernant l'espace d'encaissement, vous allez encore une fois afficher les consignes, proposer un kit de désinfection pour le client et le salarié, matérialiser la distance en mettant en place un marquage au sol et un écran transparent, et vous allez essayer de réduire autant que possible les objets qui vont se passer à la main. Pour cela, on peut privilégier le paiement par carte bancaire, encore mieux par paiement sans contact, utiliser des TPE avec une entité client séparée pour permettre au client de gérer lui-même sa carte bancaire et le ticket pour ne pas avoir à les toucher. Dans le cas du paiement en liquide, vous pouvez aussi mettre en place un ramasse-monnaie et dématérialiser tout ce que vous pouvez dématérialiser, donc vos cartes de fidélité, vos tickets de caisse ou vos bons de réduction. Merci Amélie. Alors on imagine que depuis l'ouverture, il y a maintenant 10 ou 11 jours, bon nombre de ces mesures ont été mises en place. Alors est-ce que vous, professionnels de la coiffure qui nous entendez, vous avez mis en place d'autres mesures de prévention? Est-ce que vous avez des astuces, des trucs à partager avec d'autres? Donc je vous invite à utiliser l'onglet questions qui se trouve sur votre droite pour partager avec nous vos trucs et astuces. Et puis on s'en fera l'écho. On en fera une synthèse dans le support qui sera mis en ligne sur nos sites internet à la fin pour que vous puissiez retrouver les astuces des uns et des autres. Merci à vous de partager tout ça dans l'onglet questions. Et donc, en dehors de l'aménagement physique, Amélie, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Bien, l'aménagement physique ne va pas suffire. Il faudra aussi revoir toute votre façon de travailler. Assurer les prestations uniquement sur rendez-vous. Fixer la prestation avec le client en amont du rendez-vous pour estimer au maximum la durée du rendez-vous, si vous ne le faisiez pas déjà. Pensez à espacer suffisamment vos rendez-vous aussi pour prendre en compte le nettoyage et la préparation qu'il y aura entre chaque client. Et il faudra certainement supprimer certains services ou certaines prestations que vous proposiez jusque maintenant, notamment les collations proposées aux clients, le vestiaire, l'espace d'attente et certaines prestations trop longues, trop compliquées ou trop risquées que le docteur Portas va vous détailler tout à l'heure. Il faudra également penser aux livraisons et aux réassorts en planifiant des livraisons en dehors des heures d'ouverture aux clients, en délimitant une zone de livraison et, si possible, une zone de mise en quarantaine avant de manipuler les cartons qui viennent d'être livrés. Mettre en place des bons de livraison dématérialisés, encore une fois, pour éviter les échanges d'objets de la main à la main. Et bien sûr, se laver les mains après avoir manipulé les cartons. Pour sécuriser votre activité, puisqu'elle est tout de même un risque et que vous ne pourrez pas à chaque fois respecter la distanciation et qu'elle nécessite du coup des contacts rapprochés, il va falloir équiper vos salariés de masques normés, donc de préférence des masques FFP, si vous n'en avez pas des masques chirurgicaux, de préférence de type 2R, ou à défaut, en dernière solution, des masques en tissu normés de catégorie 1. Vous avez à chaque fois, entre parenthèses, la référence des normes en question. En plus du masque, vous allez donner des lunettes de protection et une visière pour toutes les opérations qui ont lieu sur le visage ou sans le masque du client, donc comme la taille de la barbe, comme on a vu avant, ou l'épilation des sourcils. Vous allez aussi attribuer à chaque collaborateur un poste de travail par vacation et leur donner des outils de travail individuels que vous pouvez étiqueter avec le nom de chaque salarié pour éviter les mélanges. Après tout ça, il faudra former les salariés pour s'assurer que toutes les consignes que vous avez mises en place sont bien comprises et qu'elles vont être appliquées. Pour rappel, donc ne pas venir en cas de symptômes, éviter les bijoux, s'attacher les cheveux, leur réexpliquer les gestes barrières, la façon de se laver les mains et comment porter leurs équipements de protection, et tester les protocoles mis en place en faisant des simulations, par exemple. Vous allez informer vos clients le plus en amont possible via votre site internet, vos réseaux sociaux et faire un rappel lors de la prise de rendez-vous
Rappelez-leur encore une fois de venir seulement s'ils n'ont pas de symptômes, de venir avec un masque adapté, donc avec des élastiques derrière les oreilles et pas derrière la tête, pour ne pas compliquer les coupes, de venir à l'heure, pas en avance, pas en retard, de venir seul ou avec un seul accompagnateur s'il s'agit des enfants, leur préciser qu'ils n'auront pas de vestiaire et qu'ils devront donc prendre leur disposition, soit laisser leurs affaires dans la voiture, les garder sur les genoux ou prévoir un sac suffisamment grand pour les placer dedans et leur rappeler qu'ils n'auront pas accès aux sanitaires du personnel. Merci Adeline. Et est-ce qu'on peut mettre à disposition des professionnels des supports de sensibilisation? Tout à fait, il en existe plusieurs que vous pouvez trouver sur Internet. Donc, on vous a fait ici une petite sélection qu'on va vous passer assez rapidement. Mais pas de tracas, vous pourrez les retrouver sur le support de présentation. Vous avez à chaque fois les liens en bas de la diapositive. Donc, déjà, un petit rappel des symptômes du Covid-19 et certains symptômes qui sont un petit peu moins célèbres, comme les éruptions cutanées, par exemple. Des exemples de questions que vous pouvez poser de façon orale à vos salariés. Un rappel sur l'hygiène des mains et la bonne façon de se laver les mains. Alors ça, c'est l'une des affiches que vous pouvez trouver sur le site de Santé publique France. Il y a tout un tas d'autres affiches, des vidéos aussi que vous pouvez télécharger sur ce site. Pour info, l'INRS a créé de nouvelles affiches sur les mesures barrières, les masques chirurgicaux ou en tissu que vous pouvez télécharger sur leur site. Il y a aussi une vidéo qui a été réalisée par le CHU de Nantes qui donne beaucoup d'astuces, comment mettre son masque, comment l'enlever, comment boire quand on a un masque chirurgical, par exemple, que je vous invite à aller regarder. Et pour info, les services de santé au travail mettent aussi à votre disposition plusieurs affiches. Certaines d'entre elles ont même un petit QR code que vous pouvez scanner et qui vous renvoie vers une vidéo explicative. Merci Amélie pour toutes ces précisions d'information. Docteur Portaz, comment accueillir les clients dans le salon? Comment comprendre? Et qu'en est-il des prestations à domicile qui sont plus particulières? Alors, l'accueil du client, donc les coiffeurs sont prêts et équipés, les clients sont informés. Donc, le salon va ouvrir, donc on ouvre la porte du salon et si possible, il faut la laisser ouverte pour permettre une ventilation sur toute la journée. Le client arrive, il faut s'assurer qu'il n'est pas malade, sinon on diffère le rendez-vous. Donc, vous avez vu les questions qui pouvaient être posées préalablement, qu'il porte un masque, qu'il se lave les mains, qu'il a bien rendez-vous et qu'on est bien en capacité de le recevoir. Il est important de ne rien toucher sur le trajet jusqu'au poste de travail. La prise en charge du client dans le salon, garder ses équipements de protection tout au long de l'intervention, fournir au client un peignoir propre et lui laisser enfiler lui-même son peignoir. Ne pas négliger pour les coiffeurs les autres risques, en particulier les risques chimiques, et porter des gants lors des shampoings, des colorations ou de toute autre utilisation de produits chimiques. Éviter les échanges verbaux en face à face, parler à travers le miroir. Alors, des précautions particulières sont à prendre. La taille de la barbe va nécessiter le retrait du masque du client. Donc, le client va déposer lui-même son masque et va enlever lui-même son masque et le poser sur la patère qui sera mise à disposition. Les lunettes ne suffisent donc pas pour le coiffeur, donc il faudra avoir un masque plus une visière, désinfecter au préalablement la barbe avant l'intervention. Donc, utilisation déconseillée du sèche-cheveux. Le sèche-cheveux ne tue pas le virus, comme on a pu le voir écrit assez régulièrement. Il ne tue pas le virus. Et j'ai remis les images qui correspondent à l'expérimentation précédente, dont j'ai parlé précédemment, où c'était une utilisation d'un ventilateur et le sèche-cheveux est égal au ventilateur dans cette situation. Donc, il est fortement déconseillé de ne pas en utiliser. Privilégiez donc les appareils à infrarouge, à quartz ou tout autre du même type. Alors, il y a des prestations à ne pas réaliser. Le brushing au sèche-cheveux, puisqu'on vous a déconseillé de l'utiliser.
Les coupes sur les jeunes enfants de moins de 7 ans, parce qu'ils ne sont pas forcément en capacité de garder un masque, de ne pas le toucher, ni de comprendre et d'appliquer les principes de précaution, notamment la distanciation. Les soins avec casque vapeur, parce que les casques vapeur sont équipés de réservoirs d'eau qui est chauffé à température assez élevée, donc il va y avoir une émission de vapeur qui peut diffuser dans le salon. Donc, ce n'est pas recommandé du tout. Certaines applications, certaines techniques qui demandent beaucoup de temps ou beaucoup d'applications sont aussi déconseillées. Pour exemple, le lissage brésilien, hein, qui nécessitera du va-et-vient dans le salon avec une augmentation des risques. Alors, après chaque client, les peignoirs et serviettes sont retirés par le client lui-même, disposés dans le sac prévu en vue du nettoyage ou dans la poubelle pour les peignoirs jetables. Désinfecter le poste de travail, fauteuil, tablette, miroir, etc. Désinfecter tous les outils qui auront été utilisés. Se nettoyer les mains et les sécher sans les frotter pour éviter toute irritation cutanée qui pourrait qui pourrait permettre au virus de pénétrer encore plus. La réalisation des encaissements, pas de libre service pour les produits à la revente. Les clients ne doivent rien toucher. Le paiement se fait en respectant les mesures qui ont été vues précédemment. Après chaque encaissement, il faut désinfecter le terminal de paiement en n'utilisant surtout pas de spray qui pourrait détériorer le terminal. Se nettoyer les mains. Merci, Dr Portel. Quelles sont les consignes particulières à appliquer en cas de prestation à domicile? Alors, la prestation à domicile, il faudra déjà organiser la prestation avant l'intervention. Donc, lors de la prise de rendez-vous avec le client, définir les conditions d'intervention avec celui-ci. Donc, il ne faudra pas intervenir chez des personnes malades ou des personnes qui présentent des symptômes. Ou également s'il y a une personne malade dans le logement qui n'est pas forcément le client qui sera coiffé. Donc, il faut rappeler le jour de rendez-vous pour vérifier que toutes ces informations sont encore en vigueur. Le port obligatoire du masque par le client. Demander au client de faciliter l'accès, c'est-à-dire ouvrir les portes, les fenêtres, la lumière, afin d'éviter aux coiffeurs d'avoir beaucoup de contact avec les surfaces. Limiter la présence d'autres membres du domicile dans la pièce où se fera la prestation. Donc, la prestation se fera dans une pièce où il y aura client, coiffeur et personne d'autre. Avant l'intervention, donc il faut prévoir le matériel pour ne pas faire d'oubli. Donc, les équipements de protection, les masques, prendre aussi peut-être un peu plus de marques chirurgicaux au cas où le client n'en est pas, hein, ça peut arriver. Les lunettes, la visière et les gants. Les lingettes, la solution hydroalcoolique, du produit désinfectant. Emporter uniquement le matériel nécessaire. Prévoir 3 sacs poubelles, alors un pour les consommables qui seront à jeter parce qu'ils sont souillés, un pour les outils à désinfecter et un pour le peignoir et la serviette à laver. Chez le client, donc à l'arrivée au domicile, évidemment, le coiffeur est équipé comme au salon. Demandez au client de se laver les mains, de ne pas toucher les portes, etc. Éviter tout contact avec voilà. Désinfecter les surfaces obligatoirement touchées, robinet, évier, table, chaise, et ne pas utiliser les toilettes. En repartant, emporter tous les déchets et le matériel utilisé et se laver les mains. Merci, Dr Portaz. Alors, on a vu dans les médias parfois des fausses bonnes idées, des astuces qui ont été mises en place parfois par les clients, parfois par les professionnels. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut donc pas avoir comme fausse bonne idée? Alors, effectivement, en ces périodes perturbées, il y a beaucoup d'imagination chez beaucoup de personnes, mais il y a aussi de fausses bonnes idées. Je vais vous en donner 3. Hein. Donc,
le client qui arrive avec le masque scotché sur le visage. Donc, parce qu'ils ne veulent pas mettre les élastiques derrière les oreilles. Donc déjà, on a une perte d'efficacité. Deuxièmement, le masque risque de tomber et il tombera probablement très rapidement parce que sur une peau avec la transpiration et l'humidité, le scotch va se défaire tout de suite. Donc, il y aura une manipulation du masque avec les mains. Donc, on vous propose une solution pour les clients qui ne veulent pas que leurs élastiques soient souillés. Ils peuvent mettre chez eux, avant d'arriver au salon, du cellophane sur l'élastique, ce qui leur permettra de ne pas salir les élastiques. Et c'est vrai que c'est valable surtout pour les masques jetables qui peuvent être souillés lors du shampoing ou de l'application des couleurs. La deuxième fausse bonne idée, les UV. Ils ne doivent jamais servir à désinfecter les mains ou d'autres régions de la peau. Les UV en soi sont déjà nocifs pour la peau et pour les yeux. Ils peuvent entraîner des irritations cutanées et ils peuvent abîmer les yeux. La troisième fausse bonne idée, les huiles essentielles. Les huiles essentielles n'ont pas de propriétés antivirales. Elles peuvent être dangereuses si elles sont mal utilisées et aucune étude n'a prouvé leur efficacité contre le virus. Merci, Dr Portaz. Vous allez maintenant faire un focus sur le nettoyage des surfaces. On a compris que c'était très important. Alors, comment faut-il s'y prendre? Alors, le nettoyage des surfaces, il doit se faire en dehors de la présence des clients. Il se fera le matin et ou le soir, en dehors des heures d'ouverture. Alors, pour cela, le coiffeur doit être équipé de blouses, de gants nitriles, de masques normés et de visières. Alors, pour les petites surfaces qui sont sensibles à l'eau, comme le matériel électronique ou électrique, nous vous avons donné différentes références de produits que vous pouvez utiliser. Pour les surfaces de travail et le sol, utilisez du détergent, du dégraissant avec des tensioactifs ou de l'hypochlorite de sodium à 0,5% de chlore actif. Important, le vinaigre blanc et les huiles essentielles ne sont pas efficaces contre le virus. Les nettoyages des surfaces. Désinfectez tout ce qui est régulièrement touché. Les poignées, les interrupteurs, le clavier, la souris, le combiné, les postes de travail, etc. Désinfectez tout ce qui est en contact avec les clients. Les bacs à shampoing, le plan de travail, l'évier, le miroir, etc. Nettoyer les sols et les mobiliers. Alors, pour la désinfection de tout ce qui est régulièrement touché, ça doit se faire 2 fois par jour et à chaque changement d'utilisateur. Pour tout ce qui est en contact avec le client, après chaque client et tous les soirs. Pour les sols et mobiliers, tous les soirs. Évitez d'utiliser l'aspirateur. Si c'est nécessaire, uniquement le premier jour de la semaine avant l'ouverture. Et pour utiliser l'aspirateur, il faut qu'il soit possible d'avoir un filtre qu'on appelle HEPA. C'est un filtre qui est capable de filtrer de toutes petites particules et c'est le moyen le plus efficace au monde pour filtrer. Il faut avoir aussi des sacs au pouvoir de filtration type allergie. Il faudra aussi porter les protections individuelles et assurer une aération naturelle 15 minutes après le nettoyage, en ouvrant donc tous les ouvrants, fenêtres et portes. Alors, le nettoyage des surfaces, il faudra nettoyer sa visière après chaque retrait et avant de la poser sur un support, eau et savon sur les 2 faces. Désinfecter le matériel de coiffure, ciseaux, brosses, lisseurs, etc., entre chaque client et à chaque changement d'utilisateur. Nettoyer les serviettes, peignoirs utilisés au cours de la journée, tous les soirs, lavage en machine à 60 degrés pendant au moins 30 minutes. L'utilisation de lessive désinfectante ne remplace pas le lavage à 60 degrés. La gestion des masques. Jeter ou changer son masque. Alors, tout type de masque dès qu'il est humide, par exemple après avoir éternué dedans. Pour les masques FFP, après 8 heures d'utilisation. Pour le masque chirurgical, après 4 heures d'utilisation.
pour le masque tissu après 4 heures d'utilisation et le laver en machine à 60 degrés pendant au moins 30 minutes. Suspendre son masque à une patère individuelle après une utilisation de courte durée sans toucher la face interne du masque. La gestion des déchets. Alors, les poubelles à pédales, possibilité d'appel d'air, donc faire délicatement. Utiliser des sacs plastiques avec des liens, masques, peignoirs jetables, mouchoirs à usage unique et bandeaux de nettoyage. Lorsqu'il est plein, placez le sac dans un deuxième stade, ordure ménagère, ayant les mêmes caractéristiques et le fermer. Stockez le sac dans la réserve pendant 24 heures avant de mettre dans les poubelles ordinaires. Garder son masque et ses gants pendant la gestion des déchets. Ne pas garder la tête au-dessus du sac en fermant les poubelles. Je vais apporter aussi une information complémentaire parce que les coiffeurs ont une obligation de prévoir un plan de nettoyage et de désinfection écrit après chaque client. Nettoyage des surfaces de vente, des équipements de travail, des outils et matériels dont visières et lunettes, des poignées, boutons de porte et placards, des zones de paiement et de toutes les surfaces et objets susceptibles d'avoir été contaminés. Ce document doit être annexé à un document que vous connaissez bien, qui est le document unique d'évaluation des risques professionnels, le DUERP, que nous vous présenterons à la fin de cette présentation. Merci, docteur Portaz. Amélie Ritzenthaler, on fait un point sur l'aération, il y a beaucoup de questions sur la climatisation, sur la ventilation. L'été arrive, on le sent bien aujourd'hui, il fait très bon, très chaud. Est-ce qu'on peut faire un point sur le sujet? Du virus dans l'air, il va falloir prévoir une bonne aération de les locaux. C'est vraiment primordial. Donc pour ça, il faudra ouvrir les portes et les fenêtres tous les jours, au moins 3 fois pendant 15 minutes pour renouveler en air neuf, et absolument proscrire le brassage d'air ambiant. Donc on n'utilise pas de ventilateur mobile, pour la même raison qu'on n'utilise pas les sèche-cheveux, ni de climatiseur mobile, fixe ou cassette, en tout ou partie air recyclé. Pour les locaux qui sont équipés de VMC, il va falloir vérifier le bon fonctionnement de la VMC. Pour ça, vous pouvez utiliser une petite astuce. C'est plaquer une feuille de papier toilette sur la bouche d'extraction pour vérifier qu'elle aspire bien l'air comme il faut. Donc, ne pas obstruer les entrées d'air ni les bouches d'extraction. Basculer en recirculation à 100% d'air neuf. Programmer la ventilation à vitesse maximale au moins 2 heures avant le début de la période d'occupation du bâtiment. Et ne pas désactiver la ventilation la nuit ou le week-end, plutôt la mettre en vitesse réduite. Pour les sanitaires, les toilettes, il faudra garder la ventilation en fonctionnement en permanence, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Merci Amélie. Maintenant, un point sur ces lieux de vie collectifs de vos salariés en salon, au moment de la prise des repas, les vestiaires, les sanitaires. Faisons un point sur le sujet. Les lieux de vie de salariés, il ne faudra pas les négliger non plus, puisque même un simple repas peut être un moment à risque. Comme on voit sur cette animation, les postillons d'un salarié sont projetés tellement loin qu'ils peuvent aller contaminer l'assiette du collègue, ou avec la présence de la vaisselle qui est exposée à l'air libre sur l'évier. Donc tout ça, ce sera à proscrire. Pour éviter ça, on va privilégier la prise de repas extérieure. Et si c'est pas possible, si la prise de repas doit se faire dans le salon, il faudra un endroit dédié avec un planning clair pour éviter qu'il y ait trop de monde en même temps dans la salle de pause. On s'installe surtout pas en face à face et même si on est positionné en diagonale, on garde une distance de plus de 2 mètres. On évite de toucher les surfaces et si on doit les toucher, comme par exemple la poignée du réfrigérateur, il faudra la désinfecter tout de suite après. On emmène sa vaisselle individuelle qu'on va ranger après utilisation, qu'on laisse pas dehors comme sur les photos qu'on a vues avant. Et même mieux, on la ramène chez soi le soir. On utilise savon, sèche-main en papier, lingette, poubelle à pédales et on va afficher des consignes sur la porte de l'espace de restauration pour avertir les salariés des mesures à prendre, pour leur rappeler.
Les sanitaires sont à utiliser pour le personnel uniquement, je le rappelle. On désactive les systèmes de séchage automatique soufflant qui vont brasser de l'air. On va retirer les serviettes en tissu ou alors on les utilise uniquement de façon unique et après s'être séché les mains une fois, on les met à laver. Mais ça peut être un petit peu compliqué, donc on préfère les sèchements en papier. Savon, lingette, poubelle à pédales à disposition pour que le salarié puisse désinfecter les sanitaires après utilisation. On aère, on ouvre les fenêtres et encore une fois, on affiche les consignes. Pour les vestiaires aussi, il faudra limiter le nombre de personnes présentes en même temps dans le vestiaire pour permettre de respecter les mesures de distanciation. Vous pouvez espacer les casiers, mettre une petite zone d'attente à l'extérieur du vestiaire. Vous pouvez aussi accrocher des crochets à la porte intérieure du casier pour que le salarié puisse y accrocher ses masques et sa visière. Encore une fois, désactiver les systèmes de séchage à main automatique et mettre en place des kits de désinfection. Merci Amélie. Alors, tous ces aménagements sont, j'imagine, coûteux. Est-ce qu'il existe des aides financières qui peuvent être proposées aux TPE-PME? Oui, c'est tout nouveau. Donc, depuis le 18 mai, la CARSAT a mis en place une nouvelle aide, prévention Covid, pour les entreprises de moins de 50 salariés et pour les travailleurs indépendants sans salariés. Donc, ça va concerner les achats ou la location de matériel réalisés entre le 14 mars et le 31 juillet de cette année pour des mesures barrières ou de distanciation et des mesures d'hygiène et de nettoyage, sauf gants et lingettes qui ne sont pas compris dans cette subvention. Faut savoir aussi que les masques, le gel et les visières sont financés seulement si l'entreprise a aussi mis en place des mesures de distanciation sociale et des mesures barrières. La subvention se fait à hauteur de 50% de l'investissement hors taxe. Elle est plafonnée à 5 000 € et pour un minimum d'achat de 1 000 € pour les entreprises de moins de 50 salariés et pour 500 € pour les travailleurs indépendants sans salariés. Vous pouvez télécharger le petit formulaire de demande de l'aide sur le site Amélie. Vous avez le lien en bas de la diapo et sur ce même lien, vous trouverez toutes les informations nécessaires et complémentaires. Merci Amélie. Alors, docteur Portaz, tout à l'heure, vous parliez du document unique d'évaluation des risques professionnels. On le sait, le document unique doit être mis à jour au moins une fois par an et évidemment mis à jour dans ce contexte de crise Covid. Alors, est-ce qu'il y a des aides? Est-ce que les services de santé peuvent être accompagnants sur le sujet? Le document unique fait partie intégrante de la prévention que vous allez mettre en place dans votre entreprise. On en parle régulièrement. Donc, n'oubliez pas de le mettre à jour pour tenir compte de ce nouveau risque lié au Covid-19 et annexez-y toutes les mesures que vous avez mises en place dans votre salon. On sait que ça peut être parfois difficile. Pour vous aider, rendez-vous sur le site de votre service de santé au travail. Vous pourrez y trouver des guides et des outils. Donc, en bas, vous avez le lien de 3 services de santé au travail. Si votre service de santé au travail ne fait pas partie de cette liste, allez voir directement sur leur site. Vous trouverez sûrement de l'aide. Eh bien, merci Amélie, merci docteur Portaz pour ce webinaire complet, me semble-t-il, pour les professionnels de la coiffure. Alors, juste avant de passer au temps de questions-réponses, juste un mot sur le fait que ce webinaire sera disponible en replay et le support de présentation disponible également sur les sites internet de ces 5 qui ont participé à ce webinaire, sur le site de la CST, sur le site de SPST, sur le site d'Amter, sur le site d'EPSAT-Vosges et sur le site d'AST 67. Alors, nous avons tous organisé une fois ou l'autre un autre webinaire qui peut être complémentaire à celui-ci, que ce soit sur la mise à jour du document unique, que ce soit sur la thématique des masques. Donc, n'hésitez pas à fouiner sur les sites ou bien à nous contacter pour qu'on puisse vous orienter. Alors, place aux questions. Monsieur Isler, je vais vous ouvrir le micro. Je vais le faire d'ailleurs pour tous, comme ça on pourra prendre la parole. Donc, je vous invite à lever la main une fois si vous prenez la question, comme on dit ici. Alors, je voudrais juste qu'on revienne sur la question de la jauge avec Amélie peut-être. La question a été posée de savoir s'il fallait diviser par 4 ou par 8 pour trouver le nombre de clients possible. En fait, les deux calculs existent.
Mais diviser par 8, c'est un petit peu plus facile parce que si vous divisez par 4, il faudra d'abord retirer les espaces de circulation, etc. Donc, surtout pour les salons, prenez votre surface de vente hors locaux sociaux, comme on l'a vu avant, et diviser par le 8, c'est beaucoup plus simple. Alors, je vais essayer de reprendre les questions. Sylvie posait la question, alors je vous la pose comme ça. Lors d'une application de couleur sur une cliente où les cheveux ne sont pas lavés préalablement, est-il préférable de porter le masque et la visière ou bien le masque suffit? Alors, c'est une question qui arrive fréquemment. Qu'est-ce que je fais? Je porte le masque et la visière ou bien le masque et les lunettes? Qu'est-ce qui protège le mieux? Qui veut répondre? Docteur Portez. Voilà. Moi, je conseille que dans le moindre doute, le mieux, c'est de porter le masque et la visière. Voilà, la visière a quand même une surface de protection bien supérieure aux lunettes. Alors, on peut entendre hein, que le… Pardon, j'ai mangé le nom de la personne qui l'évoquait, mais… Pardon, je fais n'importe quoi. Le port du masque et le port de la visière peut donner un sentiment d'étouffement comme ça, désagréable, et peut provoquer des malaises aux salariés. Est-ce qu'il y a une autre possibilité? Est-ce qu'il peut y avoir une recommandation de non-port de masque? Recommandation de non-port de masque, non, personne ne le fera. En tout cas, nous, les médecins du travail, on ne le fera pas, même si un salarié nous demande pour qu'une personne ne porte pas le masque, ce n'est pas un discours que l'on peut tenir parce qu'il y aura moins de protection. Il faut essayer de trouver la solution la mieux adaptée et voir si éventuellement des lunettes de protection ne peuvent pas être mises à la place de la visière si vraiment ce n'est pas possible. Mais je pense qu'il faut quand même privilégier la prévention et les mesures barrières. On ne peut pas prendre de risques avec le Covid dont on ne sait pas grand-chose et qui est quand même vraiment bien agressif. Alors, Monsieur Isler, j'ai vu que vous aviez rédigé un commentaire, mais on peut vous entendre hein, sur Oui. la tenue du masque pendant la coupe. Oui, oui, je vois, j'en avais déjà parlé lundi avec Madame Portas. Hein. Alors, justement, en parlant des visières. Alors, j'ai encore eu ce matin, en discutant avec mes collègues qui sont venus chercher les masques, le problème qu'on a, comme on est quand même dans un truc un peu confiné et, vous savez, on parle beaucoup avec les clients. On a le masque, c'est déjà très difficile, on a déjà du mal à s'oxygéner. Moi, je demande à mon épouse, à mon salarié, tout ça, par un truc de sortir 2-3 minutes pour s'oxygéner, hein, parce que c'est vraiment très dur. Alors moi, personnellement, je fais l'expérience. Moi, impossible de mettre que ce soit les surlunettes ou alors, je porte des lunettes, hein, des surlunettes ou alors de la visière. La visière, j'ai fait ça, je l'avais porté même pas 1 heure. J'ai failli faire un malaise, j'avais plus d'oxygène, j'ai failli étouffer. Et puis en même temps, ça fait 1 heure quand on parle de ce truc qui est pratiquement impossible. Et quand tu es pendant, moi je vois en ce moment, moi je fais des 12-13 heures sans interruption, hein, même pas le temps de manger. Je vous assure, c'est pas possible. Le soir, on est mort, on est totalement lessivé. Alors, j'ai vu quand même sur médiciste.fr, là, sur truc, comme quoi il y a des professeurs, des trucs qui ont dit que le masque, le grand problème, je ne sais pas si vous l'avez vu, je n'ai pu trouver, je voulais l'inscrire un petit peu, sur les masques qui ont de port de masque, ça peut générer d'autres maladies. Hein. Est-ce que c'est possible ou pas? Je vous pose la question. Alors là, vous me posez une question à laquelle je ne pourrais pas vous répondre parce que je n'ai pas d'informations du tout Oui, à ce sujet, savoir s'il y a de la recherche qui a été faite ou pas, et je ne suis pas du tout informée. Oui, alors, bon, moi, vous savez, je ne crois jamais les trucs qu'on voit sur Internet. Hein, chacun met un peu de trucs pour être intéressant, hein, pour être intéressant. Mais alors ça m'a vraiment interpellé. Je n'ai pu trouver, je voulais le truc, j'avais plus le temps de rechercher. Et ce matin, tout à l'heure, je voulais le truc, mais je n'ai plus trouvé. Sur Médicis, c'était début de semaine. Hein, et franchement, ça m'a beaucoup interpellé. Alors, s'il y a beaucoup de personnes qui travaillent là-dessus, qui le voient et tout ça, qu'est-ce qu'on peut répondre de ce côté-là? Comme vous me dites, c'est vrai que c'est très compliqué. Mais une chose est claire. On travaille déjà le masque. Il y a ce masque, 4 heures maximum. Hein, et alors, on le change. On est obligé de le changer parce qu'on le sent.
on le sent, tu n'as plus la même respiration au bout de 4 heures. Tu remets un nouveau masque. Et tout ça, j'essaye par tous les moyens, j'ai réessayé avec la visière et les surlunettes, et je vous assure, je ne peux pas travailler. C'est impossible, c'est impossible. Je préfère fermer mon salon et ne rien faire. Parce que là, c'est vraiment, tu ne peux pas, le soir, et ce soir, depuis début de semaine, ce que j'ai, quand c'est encore 2 nuits de suite, là, je me réveille ce coup de 4 heures, chez les chevilles, les jambes en feu. Et d'après ce qu'on m'a dit, on m'a communiqué hier, j'avais 2 médecins en tant que clients, et me dit c'est un manque d'oxygénation du sang. Alors, est-ce que c'est possible ça ou pas? Alors, j'ai également la question, on me demande si le port du masque réduit l'oxygénation et du coup peut provoquer des malaises. Là non plus, je n'ai pas de notion de diminution d'apport d'oxygène. Je prends toujours pour exemple les personnels hospitaliers dans les blocs opératoires qui portent des masques pendant plusieurs heures d'affilée, non-stop, hein, voilà, uniquement les changeant, où j'avais pas cette notion de malaise. Ou, voilà. Donc là, c'est pareil, c'est une question pour laquelle il m'est difficile de répondre. Par contre, je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui soient gênées avec le port de la visière ou des surlunettes. Et dans ce cas, bon, Monsieur Isler porte des lunettes. Effectivement, on a préconisé les lunettes de protection pour la coiffure. On a seulement conseillé de manière plus ferme le port de la visière et du masque pour les barbiers. Hein, qui, Oui, eux, oui. ils n'ont plus qu'une demi-protection puisqu'il n'y a plus qu'un seul masque. Voilà. Donc après, Oui. on vous donne des recommandations et après, il faut adapter au mieux en essayant de faire aussi d'appliquer la prévention dans d'autres domaines. Par exemple, pas de sèche-cheveux. Voilà, il faut limiter tout ce qui peut favoriser la diffusion du Covid. Et c'est vrai que une personne qui ne supporte pas une visière, c'est sûr qu'on ne va pas la forcer à la porter. Ça, c'est impossible. À ce moment-là, il ne faudra pas lui donner des tâches où la visière est indispensable. Alors, docteur Portas, vous me permettez de faire la transition avec 2 questions qui ont été posées. La première sur la barbe et la deuxième sur le sèche-cheveux. Alors, la première sur la barbe, peut-être monsieur Isler, peut-être docteur Portas. Comment fait-on pour désinfecter une barbe? Est-ce qu'on doit désinfecter une barbe? On fait quoi avec la barbe? Désinfecter, c'est sûr, on ne peut pas mettre du viricide. Hein, ça, c'est clair. Hein, ni une solution hydroalcoolique. Hein, ça, c'est clair. Alors, une chose qu'on peut faire, on peut mettre une solution un peu, disons, avec une eau un peu shampoineuse, hein, un peu truc, et puis on peut le mettre dessus, et puis avec le peigne, on peut nettoyer ça. Hein. Ça fait comme un truc un peu de shampoing, comme un shampoing. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire et ça marche. Hein, tu as le spray, t'as un truc, un vapeau, où tu mets ça dessus, tu fermes les yeux et le nez du client, tu fermes avec une serviette, et puis après, tu mets ça. Et après, tu le coiffes avec un peigne fin, et franchement, ça marche bien. Et puis là-dessus, et après, tu fais ta coupe de barbe, ta taille de barbe, et puis tout ça. Hein. Et en même temps, ça, comme c'est un peu savonneux, c'est un peu truc, ça marche. Alors, l'autre question… On fait des trucs quand on fait des rasages, on est comme ça, moi j'évite, hein, je ne le fais pas. Mais moi, personnellement, bon, j'étais formateur barbier. Souvent, bon, je n'étais pas affronté à ce genre de trucs, mais on peut prendre, avec un peu d'idées, on peut faire beaucoup de choses et on peut passer à un truc. Et les clients, ils se laissent faire. Hein. C'est ça qui est génial aujourd'hui, on peut leur faire ce qu'on veut. C'est génial. Ils apprécient énormément tout ce qu'on fait pour eux. Mais il ne faut pas oublier une chose. Et comme je dis, comme le docteur Portal a dit, il faut être prévoyant en tout. Parce que nous, on travaille avec le client, sur le client et tout comme ça. Il faut qu'on se protège. Il faut qu'on protège notre personnel. Et on n'est pas… Je vois chez des confrères qui prennent la température au client quand il rentre. Est-ce que c'est valable ça ou pas?
Alors, on va garder la question de la température, qui est une question intéressante et qui est posée Oui. quasiment à chaque webinaire, parce que je voudrais qu'on revienne sur une question. Alors, on ne va pas se fâcher, hein, mais on a bien entendu qu'on n'était pas d'accord sur l'utilisation du sèche-cheveux. La Je ne voulais pas encore l'aborder, celui-là. je pense qu'il faut l'aborder, crevons l'abcès. Il n'y a pas de tabou ici. La médecine du travail, la santé au travail dit non, pas de sèche-cheveux. On vient de vous expliquer pourquoi. Et puis, on entend aussi les professionnels de la coiffure nous dire non, mais attendez, si je ne fais pas de brushing, qu'est-ce que je fais hein? Si je ne peux pas sécher les cheveux, est-ce qu'il y a une alternative? Non. Non. Là, ça va. En ce moment, il fait chaud. Les clientes, le temps que tu as fait la coupe, comme ça, le cheveu est presque sec. Mais il y a des clientes qui ne veulent pas partir comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Et en plus, moi, je vois personnellement, j'ai toujours eu l'habitude de terminer mes coupes les cheveux secs. Parce qu'en cheveux mouillés, tu ne vois pas les volumes, tu ne vois pas tout ça. Qu'avec les cheveux secs, les cheveux mis en place, parce que normalement, une coupe bien faite, la cliente, pendant 4 à 6 semaines, elle sort de la douche, elle fait comme ça, elle est coiffée. Hein? Si tu ne vois pas les volumes secs, tu ne peux pas rectifier. Moi, je termine toujours mes coupes cheveux secs. Hein? Alors, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est compliqué. J'ai le truc, franchement, même si quand tu es sous les infrarouges, comme ça, c'est pas. Non. Et les clients, franchement, ils ne sont pas contents. Hein. Ouais, est-ce que les participants de ce webinaire, vous utilisez donc la question pour nous dire si vous avez trouvé une autre façon de faire? Est-ce que vous continuez d'utiliser le sèche-cheveux? Est-ce que vous avez trouvé des alternatives? Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, une prestation? Alors, je ne sais pas, je vais parler du cas que je connais, c'est-à-dire le mien. Je vais chez mon coiffeur demain, en l'occurrence. Je suis ravie de le retrouver parce que j'en peux plus. Je vais faire des mèches, voilà, je vais essayer de ressembler à quelque chose, mais du coup, il pourrait très bien me laisser partir les cheveux mouillés. Hein. Enfin, dans mon cas, ce serait pas très gênant parce que je viens plutôt pour des mèches et pour une coupe. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer des prestations moins? Mais il y a pas tout le monde n'est pas comme vous. Hein. Il n'y a pas beaucoup comme vous, hein, je vous assure. Et le gros problème aussi, hein, c'est il faut se mettre à la place des chefs d'entreprise et tout ça. Pendant 2 mois, il n'y a pas eu un centime de recettes. On n'a eu que des charges. Aujourd'hui, j'ai appris hier, dans le Haut-Rhin, il y a déjà 12 entreprises qui n'ouvrent plus. Ils n'ont plus les moyens d'ouvrir. J'ai eu chez des amis, des trucs un peu de toute la France qui m'appellent. Ça va être l'hécatombe des petites entreprises qui n'ont plus les moyens ni les trucs de faire. Alors, en disant on va travailler et le chiffre d'affaires, on perd le chiffre d'affaires parce que bon, en faisant les coupes juste de prestations, c'est bien. Mais à la sortie, les charges sont là, les salaires sont là. Et si les prestations ne sont pas face à tout ça, ah ben demain, ça ne vaut même plus la peine d'ouvrir. Le sujet du sèche-cheveux, c'est un équilibre très délicat entre des questions économiques, hein, évidemment, de la survie des entreprises et des consignes sanitaires de prévention. Je vous dis maintenant, ça va maintenant. Moi, je vois personnellement, j'ai une clientèle, elle peut partir les cheveux mouillés. Ce n'est pas un problème. Parce que c'est très rare que je fais vraiment des brushings. Hein. Mais j'ai des confrères qui font encore des gens d'un certain âge, qui font vraiment les brushings serrés, les trucs et tout ça. Ben, je ne sais pas comment ils vont faire. Franchement, j'aimerais bien poser la question. Comment font-ils? Je ne sais pas. Alors, Isabelle nous dit j'ai séparé chaque poste de travail avec du plexiglas pour pouvoir sécher les cheveux. Et comme ça, je ne diffuse pas vers un autre client ou dans le salon. Est-ce que ça peut être une alternative en termes de prévention? Docteur Portaz, si vraiment il n'y a pas de diffusion, ce qui est quand même, il faut savoir quand même qu'un sèche-cheveux, bon, je n'ai pas les distances, mais ça diffuse de l'air sur une grande distance. Hein.
Donc, Oui, c'est ça. si vraiment, bon, c'est difficile de donner une réponse parce que nous, c'est vrai qu'on a comme préconisation de ne pas utiliser le sèche-cheveux. En même temps, nous, ce sont des préconisations que nous faisons et après, chacun peut adapter à sa manière, mais en même temps, je pense qu'à situation exceptionnelle comme on la vit maintenant, mesures exceptionnelles aussi qui ne dureront pas dans le temps, hein, ce que j'espère, hein. Donc, le sèche-cheveux, les clientes, bon, une fois que avec une serviette et éponge que la tête est bien essorée, elles peuvent repartir telles quelles. C'est une prestation qui ne sera pas forcément faite et forcément pas facturée, effectivement, mais je pense que c'est une situation qui ne durera pas. Il faut quand même essayer de faire au mieux pour que la prévention soit la meilleure possible. Alors, on passe à un autre sujet. Alors, j'entends bien la température, on va y revenir parce que c'est un sujet qui est intéressant aussi, mais pour rester dans la prévention, Quentin demande, j'ai les sièges de mon bureau, n'importe quoi, j'ai les sièges de mon salon en cuir, est-ce que je dois mettre une housse lavable dessus? Comment est-ce qu'on fait avec les sièges de salon? Amélie, oui. C'est pas forcément nécessaire, surtout que si vous mettez une protection sur le siège, il faudra la manipuler après le client. Donc, vous allez la secouer et remettre en suspension le virus. Vaut mieux garder vos fauteuils en cuir comme ça et les désinfecter entre chaque client. Alors, merci Amélie. On va revenir sur cette question de Monsieur Isler. Est-ce que nous, les chefs d'entreprise, enfin vous en l'occurrence, les chefs d'entreprise, vous devez prendre la température de vos salariés ou leur demander de prendre leur température avant de prendre leur poste? Est-ce qu'on peut faire un point là-dessus? C'est pour moi. Oui, je pense. Oui, la question de la température me turlupine beaucoup parce que là, ça sera plus une réponse personnelle parce que c'est vrai que j'ai des entreprises, on a tous eu des entreprises qui font prendre la température systématiquement à leurs salariés avant de rentrer. On peut supposer que le coiffeur peut faire prendre la température à un client, mais je ne pense pas que ça soit bien judicieux parce que sur un plan, la prise de température n'est pas vraiment un acte médical, mais c'est un acte qui relève du paramédical et ça peut générer des problèmes vis-à-vis pour le coiffeur, je pense. Si un client se plaint, si un client n'est pas content, a estimé que c'était abusif, donc je sais pas. Je pense que Et en même temps, qu'est-ce qu'on va faire d'une personne qui a 38 de température, qui est arrivée, bon, peut-être avec son masque, ou elle l'a peut-être mise juste en arrivant au salon. C'est une décision. Après, il faut prendre la décision qui convient après par rapport à cette situation. Pour le coiffeur, c'est une responsabilité aussi de se dire, je lui dis d'aller voir son médecin, ça ne se fera probablement pas, on ne sait pas. Donc, voilà. On peut aussi mettre une... Oui, Amélie? Oui, juste pour compléter, niveau données personnelles, c'est un petit peu limite aussi et les consignes sont pas très claires là-dessus, donc vaut mieux éviter pour les raisons énumérées par le docteur Portaz et pour la question des données personnelles. On peut aussi mettre une affiche, j'imagine, sur l'entrée du salon en disant si vous avez de la fièvre, il y a des affiches de Santé publique France comme ça, de prévention. Si vous avez de la fièvre, si vous vous sentez pas bien, vous venez pas en fait, vous rentrez pas. On peut faire ça aussi. Oui. On a aussi dans le... Il y a un petit décalage de son. Ok. Est-ce que l'un d'entre vous, avant d'en terminer, est-ce que l'un d'entre vous voulait ajouter un mot pour conclure ce webinaire? Est-ce que, Monsieur Isler, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, parce que je vous ai envoyé un petit mot. Je vous avais envoyé un petit mot là sur le truc. C'est juste pour donner une petite idée à des consoeurs, des confrères. Il y en a que je sais, ils sont astucieux dans tous les domaines. Pour travailler, pour attacher le masque, pour que le client n'a pas le masque dans la main ou quelque chose. Je me suis pensé, c'était vraiment une obsession. Comment faire pour tenir le masque sans que le client tombe? Et bon, j'ai réussi avec et tous les coiffeurs, on a des épingles neige, des épingles neige pour les chignons, truc. Et ces épingles, j'ai fait des crochets en S. Et ça dépend, j'en ai fait de plusieurs grandeurs.
ou alors des élastiques avec des crochets au bout pour les élastiques pour les queues de cheval pour les chignons, et ça pour attacher dans la nuque. Et quand on a fini, il faut une autre façon, surtout chez les hommes, on commence par la nuque, après tu enlèves les élastiques sur les côtés, tu les attaches derrière dans la nuque avec le crochet, et tu as les oreilles libres, et ça tient superment bien, même pour les couleurs ou n'importe, pour pas attacher, tu mets un cello en bas dans l'élastique, avec ça dans le crochet, tu es libre de travailler. C'est vraiment, c'est bien. Et tout le monde est ravi de l'astuce, de truc. Et ça marche très, très bien. C'est une astuce que je peux donner à tous mes confrères ou consoeurs qui m'écoutent là en ce moment. Et franchement, c'est ceux qui n'ont pas de truc et qu'ils essayent, vous verrez, et les clients sont contents. Voilà. Très bien, merci. Docteur Portaz, Amélie, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose ou bien c'est bon pour vous? Ok. Écoutez, je vous ai renvoyé quelques questions dans l'onglet sondage. Vous allez trouver des questions complémentaires, des questions d'évaluation pour savoir si on a pu répondre à vos questions, savoir si maintenant, avec ce que nous venons de vous dire cet après-midi, vous allez pouvoir mettre des choses en place, savoir finalement si cette action de webinaire a été porteuse de conseils et porteuse de conseils qui seront transformés en action. Il me reste à vous remercier tous. Je remercie Monsieur Isler d'être avec nous cet après-midi sur la terrasse ensoleillée et de s'être rendu disponible pour ce webinaire. Je remercie Dr Portaz et Amélie qui ont monté ce webinaire avec nous, et je remercie également Emmanuel Rollès et Adeline pour les réponses écrites qu'elles vous ont apportées au fur et à mesure de cette intervention. Je vous rappelle que le replay sera disponible sur nos sites internet ainsi que le support de présentation. Eh bien, écoutez, il est 3h15. Profitez du soleil, profitez du week-end si vous en avez l'occasion. Prenez soin de vous. La période est difficile pour vous, chef d'entreprise de salon de coiffure. Et à bientôt. Au revoir.